Bon, alors, c'est pour alors, une toute petite présentation. Bonsoir. Et bienvenue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de neige, il me semble que. On a encore plus de monde quand il y a beaucoup de neige. Mais, bon. Et alors, en guise de présentation, Jean-François est depuis quelques années, depuis combien d'années, à l'étude des... depuis fin des années 80. Fin des années 80. Et il a produit ce guide, je ne sais pas si plusieurs le connaissent, là, ce guide sur l'identification des punaises à bouclier du Québec. Et c'est déjà une belle brique. Autographiée, merci encore. Alors, il est descendu de Montréal pour nous voir. Alors, un grand merci, Jean-François. Merci tout le monde. Je vous remercie comment vous m'avez accueilli. Bon, comme étude d'inventaire des établissements. Bon, ça va être divisé en 5 parties, comme vous voyez, je vais le planifier. Maintenant, introduction. Ça ne bouge pas. Oh, il n'est pas. OK. Bon. Ce qui m'a intéressé, tellement je me suis intéressé au Québec, c'est avec le livre de La Rochelle, les immunitaires, les stéréotypes. Bon, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai cru que la majorité des espèces étaient gravées, au moins 75 erreurs. Mais, pas 75 erreurs, 75%. Mais au bout de quelques temps, j'ai découvert que ce travail, c'était du copiage et qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Dont l'une que vous pouvez constater sur la clé d'identification des familles à l'état adulte. La première page, il y a une belle grosse erreur. Je l'ai cité dans le livre, là, si je regarde bien, je vais le dire. C'est que c'est la position d'une famille. Bon, je n'irai pas plus loin. C'est qu'il a placé des acanthosomatidés à un mauvais endroit dans la clé. Et même, il y a des erreurs dans sa section addition-correction. Bon, lorsque j'étais membre du Conseil de la médication, en 1997, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce qu'il a reçu ça de la part de membres, la réédition du livre. Parce que pourquoi? Parce qu'à cause de 25 pages d'édition de correction. Mais au bout d'un certain temps, j'ai constaté que c'était impossible pour de nombreuses raisons. Premièrement, avant qu'on me le demande, il y avait 2 familles qui ont éclaté. Les ligidés en 5 familles et les anthocoridés en 3-4 familles. Et en plus, ce qui a donné le clou dans le cercle de cette réédition, c'est un gros travail publié en 2001 sur un genre de méridée, les Plachomyrtus. Ça a été tout bouleversé. Ça a été, pour moi, le coup de cercle, c'était devenu impossible de la rééditer. Donc, ça c'est tout expliqué dans mon blog du High Naturalist. Bon, on va faire une petite histoire de l'inventaire des punaises du Québec depuis le début. Il y a eu le fameux l'abbé Léon Provencher, l'initiative de document d'identification pour les punaises pour le Canada. Mais malheureusement, dans son document, il ne précise pas l'aire de répartition. Et ça va avoir une petite répercussion. Ensuite, en 1917, il y a Europe dans son travail. Il a énuméré dans son travail qu'il y avait cité 163 espèces. Mais il va en prendre de Léon Provencher aussi, comme s'il était présent au Québec. En réalité, il ne sait pas lire le français, puis il a mal interprété Provencher, parce que ce dernier n'avait pas, il nous a précisé la répression. Il y en a 160. Ensuite, en 1950, il y a l'entomologiste et curateur de la collection de l'Université de George Moore, dans le Naturalist canadien, répartit 560 espèces. C'est considérable. Hey, wouhou!
Ensuite, notre cher possède des odonates et des acnés, notre cher Raymond Cheshire républie dans une revue éphémère une liste des punaises aquatiques et subaquatiques. Mais en répartissant 101, en se basant sur la littérature. Mais il y avait des erreurs. Puis quelques années plus tard, notre La Rochelle. Lui, c'est dans son beau bouquin, là, 488 espèces d'espèces. Quelques années plus tard, voilà qu'il y a eu le fameux catalogue des hétéroptères des États-Unis continentales et du Canada. Continental, ça exclut Hawaii. Et eux, ils vont répartir pour le Québec 479 espèces. C'est beau. C'est considérable. Mais on dit que, regardez, 479 comparé à 480, qu'est-ce qui se passe? Et on se sont fait sur la littérature. Ensuite, il y a eu Mont et Hardy. Ça, c'est impressionnant. Eux, ils vont consulter à partir de quelques collections et de la littérature 646 espèces au Québec. Et puis, 2008 à 2008, là, c'est moi, votre secrétaire. Là, j'avais fait une première liste d'épidémies. Ça, c'est intéressant. J'ai une anecdote à vous conter avec ça. J'avais, juste avant que le public est arrivé quelque chose, c'est que j'avais fait une annonce d'une demande de collaboration sur les punaises du Québec dans l'entomophone. Ah, ça apparaît dans un numéro. Et dans le numéro suivant, j'apprends qu'eux sont en train de faire la liste des punaises du Québec, et ça, ils ont demandé ça à un étudiant. Je téléphone, hey, je veux voir cette liste. Comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant que j'avais fait une demande de collaboration? On ne l'a pas vu. Oh, c'est moi, c'est ça. C'était bourré d'erreur. Donc, en 2008, j'en avais 185, et avec les mises à jour de cette liste-là, on est rendu à plus de 700 espèces. Puis là, dernièrement, ça a été ajouté maintenant 4 nouvelles espèces. Ce sont des Pentatomolidea qui ont été trouvées. 1 cynidé et 3 pentatomes, mais il faut qu'ajouter un anthocoridé qui a été photographié par Alain Rock. Bon, alors voyons, caractéristique d'une belle piste. Bon, ça c'est mon dessin, ouais. Vous voyez-vous, j'avais fait une petite erreur de sonorité, j'avais parlé ici d'angle antérieur, j'avais parlé d'angle basal, mais le meilleur piste c'est angle antérieur. Voyez-vous comment c'est fait une piste? Il y a une tête, avec ses différentes parties, là, je n'irai pas plus loin, le thorax, et là vous avez le corps. Ça, donc les ailes sont divisées en deux parties. Vous avez la corie, la partie coriace, la membrane, et parfois il y a une partie qui est découverte sur le dessus, qu'on appelle le collexivium. Ça, c'est la partie latérale de main, dont la partie qui est exposée sur le dessus. Maintenant, vous avez ici le dessus. Vous avez le reste, vous avez les segments. Et il y a quelque chose, et vous voyez que j'ai utilisé des termes pour désigner les dessus. Et une chose qui est importante, c'est ici, l'orifice de l'ostiole. Ça, c'est quelque chose que les punaises ont toutes. Et ça, c'est très important. Mais c'est avec ça qu'on va voir l'étymologie du mot punaise. Maintenant, regardons, c'est vrai qu'elle va passer deux photos. Voilà les ailes. Vous avez ici la membrane, la partie molle, qui est transparente. Ça vient du cône de l'Occident. Ensuite, vous avez la partie coriace, qui est divisée en deux parties. On avait le clavus, c'est cette partie qui côtoie le sous-lutérin. Et vous avez la corie. Cette dernière peut être divisée en deux parties. On parle de l'endocorie, qui est la partie centre de la partie coriace, et l'exocorie, qui est la partie externe, latérale. Ça, c'est une caractéristique de l'épidémie. Il y en a une deuxième. Là, c'est au niveau de la tête. On ne va pas retrouver ça chez toutes les punaises, mais c'est plus précisément chez les punaises terrestres. La position de base du rostre, toujours située à l'extrémité antérieure de la tête, toujours fixée chez les cigales, chez les cigales, les homoptères, en guillemets. Et eux, comme une oncle, leur base est située ici, partie postérieure ventrale. Eux commencent. En plus, une autre détail, les antennes. Elles sont fixées sur le dessus de la tête, chez les punaises. Et elles sont longues. Chez le cas des homoptères, elles sont sous la tête et elles sont tout petites. Je vais un peu. Mais aussi, leur développement.
Bon, ça, cette photo vient du site de Claude Pilon. Vous voyez, c'est une nymphe de Pinède. Ils ont 3 stades. Œuf, nymphe, adulte. Et une nymphe, parce qu'ils ont les caractéristiques de l'adulte. Mais pas toutes. Ce sont ce qu'on appelle des poches d'ailes ici. Et ça, c'est aussi des nymphes de punaise à dentelle. Vous voyez ici différents stades. Différents stades. Ils ont des caractéristiques des adultes, mais ils vont changer. Il a remarqué qu'au fur et à mesure de l'engrossissement, il y a 5 étapes. Et ces différentes étapes sont différenciées par le développement de ces étuidelles. Là, ça c'est Corytica gigantesque. C'est photographié sous une feuille de tilleul. Et ça vient de l'idée, l'Opticellus palinscens. C'est là que c'est intéressant. Maintenant, l'étude la méthode. Il y a 3 méthodes. La fauchage. La méthode, c'est le fauchage. Alors ça, c'est simple. Moi, je prends le filet, je prends tout ce qui est, je mets ça dans mon battoir, et avec mon aspirateur, je prends ce qui m'intéresse. Mais je note ce que j'ai fauché. Ensuite, le batteur avec le battoir. Ça, c'est intéressant pour les punaises. Ils sont associés à diverses plantes dressées. Avec un filet tout ouais. Moi, ce que j'ai, ça, il y a des punaises aquatiques, les notonnectes, les chorisses, les patineux. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un bas de pantalon. Avec un filet tout je m'en fais dans le je me fouche comme ça. Et j'embarque, je prends ce qui est dans mon filet troubleau, je jette dans mon bac, j'enlève un peu le dos et je regarde ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de choses. Et ensuite, il y a le tamiseur. Tamiseur avec une passoire à spaghetti. Es-tu sérieux? Eh oui, la dose de tamisage. Eh oui, la dose de tamisage. Parce que je trouve des choses intéressantes par le tamiseur, parce que moi, des petites punaises, surtout des Rhiparocomidae, j'en ai trouvé des petites de 2 mm. Ça, c'est bien intéressant. Des 2 mm, surtout des Rhiparocomidae de couleur brune. Ça, c'est vraiment, moi, j'adore le tamisage. Maintenant, il faut toujours épingler les grosses punaises dans le centre ou la partie droite du squelette. Ça, c'est un autre nez. Je l'épingle toujours comme ça. C'est important. C'est l'endroit idéal. Donc, partie droite du squelette est là. Ça, c'est la méthode. Mais là, il y a aussi d'autres choses. Les autres punaises vont être montées sur une pointe. Ça, vous voyez comment je le monte sur une pointe, mais remarquez bien une chose, il faut que vous dégagez le rosse. Parce que la longueur du rosse est importante dans l'identification de plusieurs espèces, même de plusieurs genres. Et si vous le cachez, ça va rendre l'identification plus difficile. C'est important que ça. Mais, aussi, pour les myridés, ça, c'est une grosse famille, ça, il ne faut pas les épeler. Pourquoi? Est-ce que celle-là est trop petit? Parce qu'il y a des caractéristiques sur le dessus que vous allez perdre. En plus, les pattes sont trop fragiles et le reste est aussi fragile. Et ça peut jouer. Ça va aussi pour les Rhiparocomidae. Vous allez regarder bien les deux photos suivantes. Un exemple d'un myridé épinglé. Regardez comment ça n'est pas beau. Une des conséquences, il a déjà perdu une patte. Et en plus, un risque que le rosse se brise, se casse ou se tord. Ce qui rend important de savoir jusqu'à où se trouve la pointe du rosse. Est-ce que se situe au niveau entre les anges postérieurs ou intermédiaires? Ça rend l'identification plus difficile. Donc, ça, c'est un exemple à ne pas faire. L'étiquette. Ça, vous savez, l'étiquette, tous les entreprises savent ce qu'il faut écrire sur les étiquettes. Mais il y a une donnée très importante. Et le hôte végétal. C'est important parce que c'est pour l'identification, surtout pour les myridés tingidés. Et quand vous en trouvez sur le hôte, essayez de trouver une série de spécimens sur le hôte du hôte. Ça va faciliter, ça va nous dire, cet insecte est associé à ce hôte végétal, et ça va faciliter l'identification. Principalement pour 2 familles qu'on va voir, myridés et tingidés. Bon, il y a 7 infra-ordres les plus communs et les plus diversifiés qu'on va étudier. Les nécomorphes, les punaises aquatiques, les géromorphes, les patineuses, ceux qui font du patinage artistique, les sémisicomorphes, les punaises coquines, les punaises molles, et les pentatomorphes, les punaises coriaces.
Aussi, j'ai un autre nom pour eux. Vous allez le savoir. Ben, les dépôts. Ils ont tous en commun quelque chose. Leurs antennes sont placées sous la tête, entre les yeux. Il y en a 71 espèces réparties en 6 familles au Québec, mais nous allons voir les plus intéressants, les coryx, les notonèques, les népidés et les velostomatidae. Voici un corycidé. C'est pas évident. Ils sont toujours rayés de blanc et de noir, plus ou moins brisés. Ça c'est un cigare, je ne sais pas quelle espèce, mais remarquez qu'il a une petite ligne blanche qui coupe les bandes transversales noires. Et ça c'est ce qui caractérise. Ce sont des insectes se nourrissent d'algues. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, ils ont un nom comme les coryx. Il y en a 53 espèces et ils se nourrissent d'algues. Mais ce qu'il faut surtout examiner chez eux, là, c'est la face interne du dernier segment du protage du mort. Et ensuite, le dessus appliqué de l'abdomen du mort. Ça, c'est facile d'identifier. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Bon, on va l'appeler ici l'abdomen, le dessus abdomen. Chez les morts, l'abdomen est asymétrique. Mais comment le reconnaître, comme vous en trouvez un, c'est simple. Regardez bien le dessous de l'abdomen. S'il est asymétrique, c'est un mort. Et en plus, il est souvent noir ou bicolore, pâle et noir. Chez la femelle, l'abdomen est normal, symétrique et de couleur uniforme. Et moi, je ramasse davantage les morts parce qu'ils sont plus faciles à identifier. Il y a aussi le portable, le dernier article tarsal. Remarquez, lui, je connais l'espèce. Parce que, regardez, ça, c'est une ligne de. Les Anglais appellent ça. Je ne me rappelle plus du nom. Le dernier segment, ils appellent ça un palan. Il y a ça. Ils appellent ça, il y a un terme qui se traduit en anglais, le peigne. Ce sont les denticules. Mais regardez, lui, il est tout seul. Il ne fait pas partie de ces. Ça, il y a une seule espèce qui est comme ça au Québec, que je connais très bien, Espirococcus, Atoponventa. Voici l'abdomen. La plupart des corycidés ont quelque chose ici. Une petite affaire qui est striée, noire, qu'on appelle le strigène. Il y aurait deux fonctions. La littérature est différente. On m'a dit en premier que ça servait pour la stridulation sonore. Ça, c'est la première chose que j'ai appris. Ensuite, plus tard, j'ai appris que ça sert pour s'accrocher après la femelle lors de l'amour. Ouh, j'ai pas l'amour. Maintenant, les notonèques. Les notonectidés, au Québec, il y en a une dizaine d'espèces, mais il y a deux genres. Deux genres qui méritent d'être vus. Le genre Buenoa et le genre notonèque. Buenoa, c'est très intéressant. Une caractéristique, ils ont plus ou moins de 8 mm. Ils ont un corps étroit. Ça, c'est. Et c'est un corps étroit. Et vous avez l'autonectar, plus de 9 mm. Encore. Ça, ils sont beaucoup plus hauts. Donc, encore, ils sont plus convexes que les corycidés. Mais faites attention, hein. Ils sont carnivores, mais leurs piqûres sont douloureuses. Aïe aïe! J'ai déjà subi, j'en ai déjà été piqué par un, ça fait mal. Aïe aïe aïe! Mais il y en a 9 espèces au Québec. Comme une guêpe. Ah ouais, aïe aïe. Par nous dire que ça fait aïe 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 quand on en est pas plus un, il faut faire attention, là, ça fait mal. Les népidés. Il y a deux genres, facile. Ce sont lourds. Ils ont une seule caractéristique, ils ont deux appendices et les deux queues respiratoires. C'est quand ils veulent aller dans l'eau, ces deux queues sortent de l'eau, aspirent l'air, ils vont s'accumuler sous les ailes. Donc, sous les ailes, qui vont être leur réserve, leur bouteille d'oxygène. Vous avez Rhanatros et vous avez la lunette apiculator. Au Québec, il y a 3 espèces de Rhanatre. Lui, c'est certainement Fusca parce qu'il a une encoche sur la partie, près du bout de son fémur antérieur. Les deux autres n'en ont pas, et pour les différencier, il faut examiner les antennes qui sont situées sous leur tête. Des petites antennes, mais ils ont une forme particulière qui permet de les identifier. Ah, les géomorphes, ceux qui font du patinage,
Les punaises qui glissent ou marchent sur l'eau. Il y en a 26 espèces au Québec réparties en 5 familles. Les familles les plus communes. Les patineuses. Puis il y a une autre sous-famille que je trouve en abondance. Mais eux, on dit que ça glisse pas, ils marchent. On va les gérer et les mésovélides. Mais regardez bien ce qui est intéressant chez les gérélides, caractéristiques. Voici le bout d'une patte sur un gérélide. Ceci sont les griffes. Et la greffe n'est même pas située à l'extrémité, mais près de l'extrémité. Jamais au bout. C'est ça? Et comme il ne faut pas qu'il crève la tension de l'eau. S'il crève cette pellicule d'eau qui est tendue, là, il va couler. Et ben ouais. Donc, la greffe ne sont pas situées à l'extrémité des tasses. Non, près. Jamais au bout. Ça, c'est une caractéristique des génésies. C'est pourquoi ils s'amusent. Mais ce qu'on voit le plus souvent, vous avez Aquarius. Souvent, en tête, ça, il y a une espèce que Rénégès, ça vit dans le cours d'eau. On a Gérès, un cas qui est long, une longueur différente de 9 mm. Il y en a 7-8 espèces, et pour les identifier, là, il faut regarder le dessous de l'abdomen du marsupilami. Et là, je viens de faire une récemment découverte, là, et elle est passée drôlement inaperçue par 2 chercheurs américains du Minnesota. Ils ont fait concernant pour l'identification des femelles. Il y avait un groupe de 3 espèces. C'était très difficile, on se fiait seulement sur la longueur de ce qu'on appelle des épines connexiviales. C'est-à-dire des épines issues des connexiviums de l'abdomen. C'était pas évident, mais ils ont fait un lien du dessus et constaté quelque chose sur la marge postérieure de l'avant-dernier. Il est très différent. Et ça pourrait être, pour faciliter l'identification de ces 3 espèces difficiles à identifier. Et vous avez l'hymnoporus. Vous avez regardé son casquette, est très long. Une espèce au Québec même, brune, mais très long, encore au moins 10 mm. Donc, les mésovélides, on a ça, c'est assez courant, on voit ça, les mésovélides. Il y en a 2 espèces. La plus commune que je trouve en laboratoire, c'est Mésovélium lucenti. Ce que vous voyez, vous avez la femelle à terre, et voici un mâle macroterre. Et le mâle peut être aussi à terre. Remarquez une différence entre le mâle et la femelle. La femelle a un bout qui est comme pointu, mais le mâle a un bout qui est rectangulaire. Mais savez-vous que pourquoi ils ont des ailes, celui-ci? Parce que c'est passé qu'il provient soit d'un endroit où la condition environnementale s'est dégradée, ou il est dans un milieu où les conditions environnementales se sont dégradées, soit par une surpopulation ou une destruction de son habitat. Ça, c'est toujours intéressant. Et cette espèce se reconnaît par la présence d'épines sur les bords postérieurs des fémurs intermédiaires et des fémurs antérieurs. Maintenant, les Simicipoma. Ça, c'est plus de la moitié des espèces réparties en une famille. Il y en a une dizaine, mais les plus communes qu'on va voir, les navidés, les rirividés et les tingidés. Ce sont les punaises molles. Alors, bon, les méridés. Ça, c'est la plus grosse famille de punaises au Québec. Au moins 300 espèces. Ils sont d'une importance économique. Majoritairement, c'est que ça fait longtemps. Ils s'attaquent à tous les plans. Mais certaines sont prédateurs, mais les passés. Et sont fortement associés à un et quelques autres végétaux. Voilà pourquoi il est important de noter le haut de végétaux sur vos étiquettes. Et ça va faciliter l'identification. En voici quelques-uns. Quelques spécimens que j'ai photographiés. Ça, c'est un Dériopleurodon kénicoti. On le trouve sur le Pérou. Une espèce prédatrice comme le Aliodes, la punaise de Hort. Russie, on partit d'une sous-famille de punaises prédatrices. Vous avez, regarde, lui, il a été payé ça, c'est nouveau. Ça, c'est la punaise rouge de l'érable, Cocobaphis sanguinarius. Là, voici 2 familles de la tribu des Stonodemini. Les punaises au corps allongé, qu'on trouve dans les graminées. Vous avez Colabia ocularis meiori, et vous avez Leptotarna dolobrata.
Il y a deux espèces de leptoterminal au Québec. Et pour les différencier, il faut regarder le poil sur le premier segment antennaire. Est-ce que chez le Joe-Bretette, le poil est hérissé? Alors que chez l'autre, là, je ne me rappelle plus c'est quoi, le poil est comme pas dressé, il est comme courbé vers courbé, pas dressé. Et souvent, l'identification des méridés, il faut examiner ce qu'ont les bouts de l'abdomen. Vous avez ici, j'en ai pris un qui vient d'une punaise qui s'appelle peut-être voici, et j'ai identifié par la forme de ce sont des crochets, qu'on appelle des claspères. On voit sur le bout de l'abdomen des mâles. La femelle, on voit seulement un oviscale qui divise le segment, mais lui, le dernier segment de l'abdomen a deux crochets appelés claspères. Et la forme est spécifiquement à chaque espèce de méridée que vous trouvez. Et ça, c'est important. Ça, c'est la ligne du rétérieur, une espèce de méridée blanchâtre au corps allongé qu'on trouve sur du chêne blanc. Les navidés. Alors ça, ce sont les pinèdes prédatrices. Ils sont communs et vous savez, ils sont tous aux prédateurs. On les trouve dans les milieux ouverts. Leur nom, c'est les pinèdes demoiselles. Il y en a 13 espèces. Et si je voyez, c'est le Nabis Anyrcophilus. Un peu piqué, ceux-là. Elles sont très. Ouais, ça peut piquer, mais c'est déjà piqué déjà passé. Donc, c'est pas ça. Maintenant, les dividés. Alors là, sinon, on a souvenir des assassins, ce sont prédateurs qui étaient là, 14 espèces. Mais c'est qu'ils ont quelque chose d'intéressant. Je l'ai photographié. Ils ont un sillon prosternas. Un prosternas qu'on parle prosternas sur le dessous du prothorax. Et ce sillon, c'est qu'elle va servir de. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est que le bout de l'abdomen va se frotter sur ça pour émettre un son communicatif. Voilà, c'est ça, la caractéristique des réduits. Alors, il y a trois espèces, je vais en prendre trois. Le cimètre américain, ça c'est un mâle, parce qu'il a tête noire. Il partage le même habitat avec Cynia diadema. Aussi, et eux, ils ont le même période d'activité, ou s'étendent sur les fleurs d'astéracées. Et vous avez Acola multispinosa, une espèce commune qu'on trouve aussi où s'étend, mais dans les arbres. Et remarquez une différence entre Acola multispinosa et Cynia diadema. Chez le Cynia diadema, elle n'a pas d'épines sur ses tibias. Elle a des épines sur ses tibias antérieurs, mais pas l'Acola. C'est ça pourquoi? Parce qu'il s'attaque, il attrape des insectes pollinisateurs comme les hyménoptères, les guêpes, les abeilles. Et ça doit prendre la force, mais lui, il vit dans un milieu où c'est des insectes bien mous, comme des chenilles, des larves, des insectes. Et lui, on a épingelé. Alors, ils ont trois noms. Les pinèdes dentaires, les pinèdes réticulées. Les Français les appellent les pinèdes tirées. Et c'est toujours spécifiquement à un ou quelques autres végétaux. Ça, c'est qui est très important pour l'identification des espèces. Il y en a 28 espèces dans la province. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Mais là, je vais porter une attention. Ici, c'est la même espèce. Ça, c'est Corytuca. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Oui, l'importance de l'identification pour le genre Corytuca. Vous en avez 20 Corytuca. Ça c'est Corytuca et de même que je trouve sur Globipène. Mais faites attention à ne pas endommager ce qu'on appelle le capuchon. Et en arrière du capuchon, il y a un carême. Parce qu'on se sert de ça, en fait, c'est le rapport de la hauteur du capuchon par rapport à ça qui permet aussi l'identification des espèces de ce genre-là. Ça, c'est important. Donc, ne pas endommager. C'est important. Et lui, c'est une punaise, ça c'est la punaise de la vipérine. On le trouve sur les plantes suivantes. On le trouve sur la vipérine, la consolophyllane et le cynoglosse. Espèce introduite en Amérique du Nord dans les années 80. Vous avez Physato-Callia vericata. On trouve ça sur du saule. Remarquez qu'il y a une zone qu'on appelle une zone, la costale de ces hémilites,
et en fait, tu as 2-3 rangées de cellules. Ces petites affaires, on l'a comme ici, là. Ici, là, ça, on appelle ça des cellules. Ben, ici, il y a 2-3 irréguliers, c'est pourquoi il s'appelle variegata. Et ça, c'est le Stephanitis rhododendri, une espèce associée au rhododendron. Très joli. Et une petite anecdote, regardez bien. J'ai montré ça à une amie qui était au théâtre. Quand elle a vu ça, une pièce comme ça, elle a dit ah! Elle a dit ah, pourquoi tu écris ça? Ah, ça, c'est comme un diamant. J'en ai été bouche bée. Ah, les pentatomons. 164 espaces de répartis en système. Ce sont les plus corrects et les plus puants. 4 familles les plus intéressantes. Les Arélidés, les Arélidés, les Riparochomidés et les Pentatomidés. Vous connaissez les Arélidés? Les punaises à pétrir? Oui, elles sont plates à mort. Oui, et leur cas, oui, parce que la seule pour sortir. Leur cas est adapté pour vivre sous les éléments. Il y a quelques espèces qui sont associées à des champignons spécifiques. Ça, c'est des espèces. Ils sont microphages. Je ne vois que ça, parce qu'il y a simplement des champignons là où ils vivent. Et regardez bien ça. Vous avez un mur sur le côté, regardez comment il est mince. Il est mince, pas mal mince. Qui a une tapette à mouche? On dirait que moi qui des chats à tête à mouche. C'est vraiment aplati, ça démontre comment celle-là est vraiment aplatie. Un russe comme ça, c'est le plus commun de nos punaises aplaties au Québec. On les trouve sur les écorces d'arbres morts feuillus. Maintenant, les Arélidés. Alors, on les appelle les punaises à grosseur. Les Arélidus, couleur noire. Ils sont noirs ou brun foncé, il y en a au Québec 4 espèces. Et vous avez le Proténop belfragile. Ça, c'est une espèce qui est facile à reconnaître. Ben, ils se distinguent des corridés, alors le fait que leur tête est presque aussi large que le pothorax. Chez les Arélidus, on va trouver surtout associé aux légumineuses. Alors que le Proténop belfragile, lui, c'est dans les milieux humides, plus humides. Et ils ont une période d'activité qu'on les trouve surtout au mois de août et septembre. Mais, celui-ci, oui, il est tout noir, là, mais il est très important d'une chose. Chez les Arélidus, il faut examiner le bout d'abdomen, mâle ou femelle. C'est là qu'on va pouvoir les distinguer. Ici, c'est Arélidus urinus parce qu'il est noir. Et celle-là est associée à tout ce qui est des plantes de légumineuses. Tu l'as placé sur un point de transparence? Ça c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Qui a voulu bien faire. Il y a. C'est Sylvain Landry. Ah, lui. Je le connais pas. Quand j'ai vu ça, c'est que lui, là, il m'a passé, c'est incroyable, quand il m'a passé ça pour que j'identifie, il y avait beaucoup de punaises qui étaient sur des points triangulaires. Heureusement que j'ai pu voir, mais dans sa collection, mais dans la chaîne, il ne sait que 2 espèces au Québec, mais il en a ajouté un 3e qui était une Ténia. Or, tout théâtre, j'ai trouvé des spécimens de cette 3e espèce que la chef citait à l'Étania en Gaspésie. Maintenant, on va voir une autre famille, les Riparochomidés. Il y en a 35 espèces au Québec. C'est eux qui étaient avant une sous-famille des Légidés. Il y en a qui sont devenus, en 1980, une famille. Et ils ont une caractéristique importante, 2 caractéristiques. Là, je vais vous le montrer, qui est sur le côté du terre. C'est qu'il y a une structure abdominale qui est courbée vers l'avant, mais elle n'est pas complète. Ça, voyez-vous? Elle est courbée, mais n'est pas complétée. Il y a une autre caractéristique, c'est pas facile à voir, c'est que sur leur tête, ils ont 6 poils sensitifs. On appelle un terme trichopoterie. Ça, c'est normal. Si vous voyez qu'il y a un Riparochomidé qui a ceci, dites-vous que c'est un Ligyrocoryx, une zone de croissance polie sur l'abdomen. Et on en trouve surtout au mois de août et septembre. On va essayer. C'est un Ligyrocoryx. Alors, déjà, 3 ou 4 espèces. Il y a une clé d'identification, pas celle de l'argile, et touchez-y pas.
tout ce qu'on veut. Et vous avez deux espèces. Celle-là, c'est le Stabilosus, Stygnochorus stabilosus, qui est couleur brune. Il y a le Rusticus, lui, il est noir. Les Stygnochorus sont des espèces introduites d'Eurasie. Et ces deux-là, on les trouve principalement où on s'attend en fauchant de la verge d'or. Plutôt plus précisément des astéracées. Verge d'or, astère, comme ça. Ah, les pentatoniques. Les pentatons. Puis qu'on appelle les punaises des bois. Ça, vous savez, j'ai pas besoin d'elles, ils ont des articles à 5. Alors, vous voyez que les écussons sont triangulaires. Je vous montre 4 espèces assez communes. Plasmopepra ventenaria, ça s'appelle peut-être. Le Questus septimus ularinus, elle est brune, mais elle a une caractéristique c'est que l'abdomen, il y a une série de taches noires. C'est la plus commune. Vous avez Euquestus cervus piculoides. Caractéristique de cette espèce, regardez ici. Oui. C'est que ces joues, c'est ce qu'on appelle les joues, et ce qui est entre les deux joues, c'est le télodon. Les joues dépassent longuement c'est la caractéristique de Euquestus cervus piculoides. Et celui-ci que vous voyez, c'est le Brochyminum caripustulatum, une espèce qui est associée plus précisément au saule. On le trouve, là, une période d'activité intéressante, c'est qu'on en trouve au mois de août-septembre et mai. C'est qu'elle passe l'hibernation à l'état adulte. La femelle, quand elle sort de son hibernation, elle pond ses œufs, puis bye-bye, bien que des petits, ils vont devenir adultes au mois de août. Donc, une seule génération. Finalement, l'étymologie du mot punaise. Oh, ça, c'est comme ça. Ah oui, pue! Ça dérive du mot la pue. Ça pue! Neige! Au nez. Parce que c'est la méthode de défense des punaises. Ouais. Quand vous envoyez une, vous dites, et c'est les punaises, c'est les pentatoumas qui sont les plus puantes. Et ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'à cause d'une paire de glandes odorantes métathoraciques. Est-ce que tu peux me faire ça, Jean-François? Ben oui, voilà. Voilà. C'est que si vous prenez celle-là, vous avez ici un trou qu'on appelle l'ostiole, et c'est cet ostiole-là qui est issu d'une glande odorifère. Et il y a une plaque d'évaporation. C'est là que l'insecte va répandre à partir de là. Et ça, c'est la manche latérale. Ça vient du pentatome vert. Donc l'ostiole, c'est là l'effet le fait de la glande odorifère qui dégage. C'est une odeur méchante. Mais un peu ou non, chez certains punaises des pentatophiles, il y en a qui ont une seconde paire de glandes, mais plutôt situées au bout de l'abdomen, en dessous. On appelle les glandes de Pendergrass. C'est ça, ça touche les femelles. C'est simple. Eux, là, ils vont utiliser cette substance pour enrober les œufs, pour les protéger. Donc, les œufs puants. C'était quoi? Oui. Alors, quand vous voyez une punaise, une pentatome, bouchez-vous le nez parce que ça pue. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La conférence est terminée. C'est fini, c'est fini. Y a-t-il des questions? Il y a beaucoup de périodes d'activité que c'est plus août, septembre. Parce que c'est août, septembre pour certains groupes. Il y a, par exemple, il y en a qui ont une période d'activité au mois de juin. Par exemple, le fameux les leptopterna. On trouve seulement ça au mois de juin. D'autres, comme vous connaissez, il y a un insecte, la pinestelle. Elle, là, c'est toute l'année. Elle a 3 à 4 générations par année. C'est incroyable, 3 à 4 générations. Peu importe le mois, on peut toujours en trouver quelque part. Oui, mais ça dépend du gars. Les corycidés, là, moi, il y a une période que je peux faire, c'est de septembre, c'est de août à c'est le meilleur temps d'en trouver, parce qu'on en trouve en abondance, parce qu'ils ont passent leur hibernation à l'état parce qu'ils pondent leurs œufs en septembre, puis ils vont être des nains jusqu'en fin août. Il y a d'autres, ça c'est le cas. As-tu d'autres questions? Oui, tu parlais tantôt de la technique de la passe à spaghetti. La tamisage. Oui, le tamisage, mais c'est quoi que tu tamises? La litière. La litière. Oui, la litière dans les forêts. Par exemple, même là, à Granby, à Longueuil, il y a dans une sorte de zone de végétation de boisé pionnière aussi, en vient par du peuplier du boulot.
je prends la litière, je prends ça, on va passer à spaghetti, au-dessus de la bac, et ça fait tomber, et je trouve des petits Ripalcomides, Antiochorus et des Scolopithecus. C'est très petit, les Antiochorus, c'est des 2 mm de long. C'est tout petit, c'est fascinant. Tu peux trouver bien les choses. C'est des petits prédateurs? Non, les Ripalcomides, ce sont des... s'attaquent aux graines parce qu'ils sont... Parce que, comme je l'ai dit, les GD, on les appelle filets des graines. Les Ripalcomides qui étaient jusqu'en 1988 une sous-famille, maintenant considérée comme une famille. Okay. Parce qu'à cause de cette... Parce qu'ils ont des poissons c'était de cette structure abdominale courbée et incomplète. Oui. Une question pour les mélastomatidés. Au Québec, on a l'Ethocerus americanus. Oui. Est-ce qu'il y a une autre espèce de Il y a Bellesteros fluminea, mais je l'ai dit dans un il y a l'Ethocerus americanus fait partie d'une sous-famille, les Lithocerinés. Il y a une deuxième espèce, on a trouvé un spécimen que j'ai trouvé dans la collection de l'Université Laval, l'Ethocerus qu'il appelle le Benacus griseus. Mais lui, auparavant, il était l'Ethocerus griseus. Mais il est devenu Benacus, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sillon sur le devant de son profémur. Il y a un sillon pour recevoir le tibia. Il y a l'Ethocerus uleri. Il n'est pas encore au Québec, mais il est proche. Mais en raison des changements climatiques, il pourrait se trouver. Il existe des tableaux d'identification pour les espèces pour la mine. J'en ai 2, moi, l'une pour le monde entier, une pour les États-Unis. Et les 2 sont valés. Est-ce que Benacus griseus se retrouve dans certaines régions du Québec? Je l'ai trouvé, un seul spécimen. C'était à trouver à La Trappe. À La Trappe? À La Trappe. Okay. Mais on n'en a pas trouvé d'autres. Ce spécimen se trouve dans la collection de l'Université Laval. Et il est possible que c'est une espèce qui s'est rendue, mais j'ai des doutes sur sa présence au Québec, parce qu'un seul spécimen, on devrait en trouver d'autres. Et les chances que ça augmente avec le temps, avec les changements climatiques, d'en trouver au Québec, ça c'est à songer. Oui? Est-ce qu'il y a des émetteurs qui se nourrissent de pollen ou de nectar? Quoi? Est-ce qu'il y a des émetteurs qui se nourrissent de pollen ou de nectar? Ah oui, il y en a, oui. Par exemple, si je reviens à les 2 Ripalcomides, eux vont ils se nourrissent du sol. Vous allez voir les pinestins et leurs espèces proches. Il y a 2-3 espèces qu'on voit souvent sur les fleurs. Alors, il y a le Ligus lignaris, il y a 3 autres espèces. Il y a le Ligus rubocavus, il y a le Ligus de Van Duzu, et il y a le Ligus rutilorsus. Cette dernière ressemble beaucoup au Lignaris, mais se différencie par un détail. C'est que la pubescence sur les hémilites, elle est, chez le rutilorsus, elle est courte et espacée, alors que chez le Lignaris, elle est longue et rapprochée. Il y a d'autres espèces de myridés. Tu verras, si tu fais une fauche au mois de septembre, tu verras qu'il y a d'autres myridés. Il y a les Adelphocoryx, il y a les Plagionatus, petits myridés noirs et blancs. Ça en est d'autres. Et tu peux aussi trouver d'autres, il y a d'autres choses. J'ai même trouvé parfois des Orius, des petits anthocorydiques de 2 mm. Bon, une petite chose concernant les anthocorydiques. Ils sont très proches des myridés, mais ils ont quelque chose que les myridés n'ont pas, des ocelles. Et ce sont des prédateurs. Dans la répartition des immunitaires comme ça, est-ce qu'il y en a plus au sud du Québec ou si on s'en va à Fermont, on en trouve... Bon, c'est surtout au Québec. C'est surtout au Québec, mais il y a quelques espèces qui sont plus nordiques, comme le Nabis inscriptus, un habilité qu'on trouve dans la récolte, souvent peu récolté. Puis il y a des... aussi quoi donc? Il y a même trouvé quelque chose d'intéressant concernant un coryxidé. Je n'en ai pas trouvé au sud du Québec, j'en ai trouvé un spécimen à partir de Saint-Émile de l'Énergie. Mais pas au sud du Québec, parce qu'il y a des habitudes. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'en trouve pas dans le sud. J'en ai seulement trouvé plus à
Le seul endroit, c'était Émilie-Année-Roger Bédet, qui est donc plus nordique. Des corrixidés? Les corrixidés, oui, une espèce de corrixidé, c'est un cigara, mais je ne me rappelle plus quelle espèce. Mais de façon générale, parce que moi je travaille en rivière, puis on en capture beaucoup dans les grandes rivières. Dans les rivières, ce que je constate, c'est qu'il y a deux espèces qui sont. Il y a un petit cigara, je ne me rappelle plus de quelle espèce, là. Puis il y a les plus petits, c'est des trichocorypsa. Et moi, j'ai quelque chose dans les dents. Ça, c'est trichocorypsa. J'espère que c'est pas le plus. C'est ça le but? Ouais. C'est que j'ai constaté, c'est qu'il y a deux genres. Il y a une espèce de cigara, je ne sais pas si c'est une alternative ou modesta, puis il y a un trichocorypsa, très petit, de 4-5 mm, qui est l'espèce, je pense que c'est une trichocorypsa borealis. Ça, c'est vraiment une espèce commune. Et c'est vrai. Pour terminer, je voulais. Est-ce qu'on a une vidéo ici? Oui, il est sur le message. Oui, passe par là. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vidéo, ça, de quelques minutes. C'est pour vous, là, pour vous en mettre plein les yeux. C'est là quelques minutes. Ah ah! Quelques minutes. Ça, c'est sur une rivière à Fornham que j'ai trouvé ça. Ce que vous voyez, ça c'est un géridé qui est associé aux rivières. Regardez, il y en a plein. C'est les Metrobates Esperius. Je suis allé la chercher en... Non, je vais ici, loin. Mon Dieu, non, ça bouge. Et là, plus probablement, il y en a un autre groupe petit groupe de géridés. Ah, ça, c'est les Remontobates rilei. Ils sont beaucoup plus petits, mais ils ont une forme de corps extrêmement curieuse. Là, voilà, tantôt. Voyez-vous comment il y en a une tonne, là? Incroyable. Voilà, c'est fini. Ça, c'est des prédateurs, là, les Oui, ce sont des prédateurs. Le Remontobates rilei, c'est très intéressant. Il présente un dimorphisme sexuel extrêmement intéressant. Les pattes des mâles sont faites pour maîtriser la femelle durant l'accouplement. Oh, vive l'amour des patineuses. Bon, voilà. Voilà, c'est fini. C'est vrai, pour votre intérêt, j'ai apporté